The Legend of Zelda, 4 mots sous lesquels se cache l'un des sujets favoris de l'internet, et ça depuis perpète. Croyez-moi, j'ai bonne mémoire. Chaque génération de réacteurs se fend d'une relecture, souvent balbutiante, parfois adorable, de ce mythe vidéoludique fondateur. Bâti en mode majeur, cette série épique étend maintenant son propos grandiloquent sur 4 décennies, peut-être même plus. Salutations, spectateurs du futur, espérons que ces quelques mots vous trouveront de bonne humeur, bien cosy à l'intérieur de votre abri anti-atomique, tandis qu'une guerre biologique opérée à distance par le pouvoir de la science continue d'exterminer une humanité au contour toujours plus incertain. Mais avant d'être un vecteur tueur réservé à la soldatesque de demain, le numérique était aussi un délice ouvrant les portes d'un délassement mental aux vacanciers de l'esprit. Imaginez ça, une société du divertissement où chacun pouvait accomplir plus que survivre. Quel rêve éveillé. C'est aussi de ceci dont je vous causerai dans un dossier très spécial, mais vraiment un très spécial de l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Truelle. Posons les bases. The Legend of Zelda est de toute évidence un concept pré-apocalyptique. Son nom évoque à lui seul les codes chevaleresques d'un style de fantasy dont les Japonais raffolaient autrefois. Rien de bien terrifiant dans tout cela, juste quelques squelettes et, par chance, même eux sont mignons. Tout ici respire la bonne santé des musiques enjouées au graphisme pixelisé vous proposant de faire le tour d'une paysannerie synthétisée afin de vous permettre d'explorer un univers fictif. C'est un résumé d'idéaux, limite la cristallisation des légendes d'antan. Le preux chevalier triomphe du mal, de la pointe d'une épée mystique, car à la fin, tout finit bien, en mode enfantin. C'est ça, The Legend of Zelda. D'un point de vue plus concret, tout commence en février 1986, une date tirée pour plus de facilité du calendrier pré-cataclysmique, et cela commence même par le biais d'un premier titre posant les bases avec une aisance salvatrice. Tout est encore simple, sans être simpliste, les 80s sont une époque d'abstraction narrative. Chaque conte de fées nécessite un royaume, celui-ci s'appelle Hyrule. Mais aussi un enjeu. Sans surprise, il faut sauver ce pays des mains d'un méchant vilain, il s'appelle Ganon. Pourquoi est-il si méchant? C'est simple, il détient dans un mouvement très bowserien la princesse locale, une certaine Zelda. La sauver sera par la suite, car le titre l'exige, au centre de tous les conflits de la série. Il ne nous manque plus qu'un héros, son nom fort symbolique est Link. Vous pouvez cependant en changer, cette appellation de base n'est qu'une sorte de lien tacite entre les imaginaires de tous ceux ayant eu le plaisir d'endosser sa mission. Cet épisode inaugural des aventures de Link est bien plus qu'un petit pari réalisé de manière plus ou moins mercenaire par une compagnie en quête d'exclusivité. C'est une tentative d'inventer un style de gameplay, rien que ça. Une aventure dotée d'une durée de vie conséquente, aux multiples secrets hermétiques servant de récompense aux explorations systématiques de ce vaste monde aux logiques étranges, mais surtout un titre qui s'inspire fort peu de créations de l'époque. Cette idée du action RPG est d'une fraîcheur absolue. Nul n'aurait osé sortir un titre du genre sans alourdir l'expérience des scories des tentatives papier d'approcher la même idée. Niveau, équipement, armure, tout ceci est ici streamlined pour éviter au joueur d'être encombré dans son voyage initiatique. L'effort intellectuel consenti pour ne pas tomber par hasard sur un clone d'Ultima en réalisant le tout premier titre de Legend of Zelda repose sur un duo dont beaucoup d'orphelins du futur ignorent encore la composition exacte. Certains rédacteurs inférieurs se limiteraient à citer Shigeru Miyamoto, peut-être en saupoudrant leur discours révisionniste de quelques mentions attendries des profondes réalisations qui lui sont venues en se remémorant l'exploration de sa ville natale, l'anecdote des portes coulissantes de sa maison familiale et leur impact sur la création des donjons du titre. Mais même maintenant, Miyamoto ne crée pas de jeux vidéo, il les suggère. Une autre entité doit réaliser le travail minutieux de transformer ces notions, aussi fulgurantes soient-elles, en un produit fini susceptible d'être vendu. Diriger les classiques dont Shigeru s'enivre était pour lors du ressort d'un employé encore trop méconnu de l'Empire Nintendo. Son nom, Takashi Tezuka. Mentionnons vite fait quelques titres. Super Mario Bros, c'est bien lui. The Legend of Zelda, aussi. Super Mario Bros 3, ne soyez pas surpris, c'est aussi de lui. Fut un temps, l'homme était partout. J'espère un jour avoir les loisirs de produire un dossier sur ses nombreuses contributions à l'éclosion du style vidéoludique nippon, mais tout ce que vous devez retenir de cette brève leçon, c'est que sans lui, ces deux séries n'existeraient pas. Ou du moins certainement pas dans cette forme que vous aimez.
Alors pour résumer, The Legend of Zelda, c'est quoi? Un hit, d'accord, mais aussi bien plus. Le succès critique et monétaire ne devrait pas faire taire sa puissance thématique, sa simplicité émouvante, la légende numérique d'un combat moral ultime, binaire par nature, ternaire en termes symboliques, celui du courage poussé dans ses derniers retranchements par un combat contre une force absolue ayant emprisonné la sagesse dans ses maléfices. Une idée simple, morale, profondément bénéfique, c'est aussi ça The Legend of Zelda, plus qu'un simple classique, limite une institution. 11 mois plus tard, la série réapparaît par le biais d'un titre méconnaissable, Zelda 2 The Adventure of Link. Pour une raison qui sera bientôt assez évidente, la légende n'est plus mentionnée dans le titre, c'est aussi symbolique. Confié on ne sait pas trop pourquoi à Tadashi Sugiyama, dont c'est bien là le premier titre en tant que directeur, ce second opus pense éviter les dangers de la redite immédiate en tapant dans un domaine différent, celui du jeu de plateforme d'inspiration RPG. Vous avez des vies, divers niveaux, ils peuvent être augmentés, c'est complexe, vous avez un système de combat assez profond, sur fond de stratégie adaptée aux divers ennemis, mais est-ce un Zelda? Pas vraiment. Ce qui n'empêche pas le titre d'être intéressant, remarquons au passage qu'aucun titre de la série ne s'est fourvoyé par la suite dans cette direction. Quant à Sugiyama, il marquera les esprits lors des décennies suivantes en dirigeant, entre autres, F-Zero X ou Pilot Wings. Vous l'aurez compris, cette direction maudite douteuse donnée au projet n'était pas de lui, mais bien une lubie signée Miyamoto. Fallait faire différent, voyez-vous, histoire de marquer les esprits d'un public transi des qualités évidentes d'un premier opus réussi, la meilleure manière de continuer l'aventure ne pouvait que consister en l'élaboration d'un titre poussif et laborieux à peine digne de figurer dans Game Center CX. それとですね、レベル7だとですね、この先、進んでいくのはちょっと難しいと、ちょっとレベル上げに集中していただいて。Envoler le charme, dissiper l'enthousiasme, bienvenue dans une version d'Hyrule où il faut grinder des levels pour enfin oser se lancer dans les aventures promises par le titre. Votre récompense pour tant d'efforts, jouer au jeu sans être immédiatement oxy par des ennemis quelconques. Tout d'un coup, la légende ternit. 4 ans d'attente intense auront suffi à ramener la série à la vie. Sans surprise, Tadashi Sugiyama, quoique bientôt talentueux, a été placé bien loin du 3e projet Zelda et même remplacé par l'inventeur ayant offert à la série son légendaire gameplay. Faut pas se leurrer, A Link to the Past, c'est avant tout le retour de Takashi Tezuka. En termes sportifs, rappel aux enfants troglodytes du futur, le sport était une méthode de contrôle mental massif utilisée pour détourner un peuple émotif de la perte de liberté autrefois sacrée. Takashi Tezuka était à l'époque le MVP du clan Nintendo. J'ai déjà mentionné son palmarès, il serait inutile de rajouter une deuxième couche sitôt. L'homme est un génie, nous l'avons déjà dit. Oui, c'est le nous royal, ce n'est pas ça. Soulignons cependant que son impact sur les fortunes de la compagnie est conséquent et que sa présence ici est un aveu d'échec aussi significatif que l'abandon du concept putatif proposé par le second opus. Link's Adventure n'est pas inintéressant, loin de là, mais c'est jamais qu'une curiosité, ce qui ne suffit pas toujours, surtout s'il faut assurer de beaux jours à une licence censée vous accompagner pour des décennies. Il était temps de marquer les esprits, créer un chef-d'œuvre, une reprise magistrale des concepts du tout premier titre remanié pour tirer profit de l'architecture futuriste de la Super NES, offrir un bref aperçu sur le futur de la discipline, en 2 mots, inventer demain. A Link to the Past revient aux sources, certains, mais ce n'est pas juste un simple coup de peinture, tout a été remanié, magnifié même, pour atteindre le niveau escompté. Qui dit nouvelle manette, dit nouvelles opportunités d'approfondir le gameplay, simplifier la prise en main en allégeant l'interface, proposer de nouvelles options tactiques en laissant l'utilisateur choisir son équipement afin de faire face à certaines situations, tout ça par le biais d'une nouvelle panoplie aux possibilités alléchantes, dont dans le lot l'invention du grappin, concept novateur autour duquel des séries entières se construiront par la suite. Tout ceci, pour un créateur mineur, serait déjà une victoire magistrale. Tezuka va plus loin, se permet même de repêcher l'un des concepts valides du second opus afin d'en tirer une dimension de plus. Dites adieu au sort excessif de l'aventure caduque, mais surtout dites bonjour aux armes magiques dont Link tire son premier arsenal thaumaturgique, le feu, la glace, les éléments. Poser des blocs? Tout est possible ou presque dans cette version d'Hyrule. Non satisfait d'ériger un monument aux fondamentaux d'une série en quête de sens, cet opus NES lui offre aussi une portion de son mythos. The Freshmaker. Vous aurez peut-être remarqué la présence de fondamentaux thématiques dans cet univers unique, l'existence continue d'un triumvirat, somme toute éternel. Ganon, Link, Zelda, tout ça. C'est ici que les ennuis chronologiques commencent. Ce lien vers le passé mentionné par le titre,
se trouve être un prequel, ou un antépisode pour ceux et celles qui vivent dans ces provinces de nos jours réunies sous l'appellation de Glorieuse République Populaire du Canada. Et par la suite, la tradition voudra qu'afin de respecter ces trilogies originelles, les épisodes venus par la suite se placeront qu'à un cas, toujours plus loin dans une ténébreuse continuité que je me fatiguerai pas à expliquer. Je pourrais d'ailleurs, si je voulais, c'est pas du tout un aveu à demi-mot d'une forme de microcéphalie spécifique située sur ce sujet que je vous présente ici, tenez-le vous bourder. Résumons. S'il faut garder un seul sentiment de cette version des légendes de Zelda, ce sera celui d'une réinvention salvatrice, presque parfaite, qui a surrectifié la trajectoire de la série des pseudo-innovations douteuses du second opus. Un titre très spécial, pré-polygonal et donc bien mieux armé que ses suites pour survivre aux outrages du temps. Temporairement indispensable à la bonne santé de la série, Takashi Tezuka reprend du service 2 ans plus tard pour diriger un épisode aux ambitions louables. Son but principal, compresser les forces indéniables de la série dans une cartouche diminutive susceptible d'être insérée dans la première portable nintendienne. Sa mission secondaire, prouver qu'il était possible de réaliser des approximations satisfaisantes des productions autrefois réservées aux consoles de salon sur ce nouveau format, une idée qui porte ses fruits même aujourd'hui, car avant que Nintendo ne s'attaque aux expériences nomades, les produits réservés à cette portion du marché se résumaient à quelques jouets électroniques indignes de l'appellation vidéoludique. Croyez-moi, j'en garde un souvenir très spécifique, ils étaient pathétiques. La présence d'une expérience du calibre de Link's Awakening sur Game Boy représente un coup de semonce puissant envoyé dans la direction générale des autres compagnies. Un titre de poche n'est plus obligé d'être un petit passe-temps vécu quelques minutes en attendant d'être attaqué dans le métro. Tout est possible, notre console portable est une machine de jeu à part entière. C'est un peu ça qu'ils auraient pu mettre sur les pamphlets. Sous ces airs de résumé des succès de la série, cet épisode charmant plonge un Link à peine remis de ses aventures sur SNES dans une nouvelle péripétie fantasmée. Échoué sur une île, privé de tous ses outils, il devra percer le secret des ruines placées autour de lui. Commencé comme un simple exercice technique censé permettre au programmeur émérite Kazuaki Morita d'apprendre l'architecture portable nintendienne, ce titre au potentiel évident a vite attiré l'attention du directeur attitré de la série. Tezuka aima ce qu'il vit. Le but premier de la manœuvre consistait à simplement porter A Link to the Past sur la petite portable, mais après quelques mois, l'idée d'offrir un épisode exclusif au format finit par triompher. Et quel épisode! Ce résumé sur 2 boutons d'une série pourtant complexe peut se targuer d'être une démonstration de game design au charme évident. Il offre même quelques idées aux opus suivants, une quête secondaire annonçant les chaînes d'échange venues par la suite, sa collecte de coquillages, ajoutant une couche d'exploration en plus au petit monde ici présenté, l'étrangeté des personnages plus poussés qu'auparavant, même le minigame très pêche apprécié des pères de famille, concept maintenant familier aux fans de la série mais qui sont en effet apparus ici. En fait, soyez rassurés, son gameplay est excellent. Je suis pas le seul à le penser. Après tout, c'est l'épisode favori de Takashi Tezuka, mais ce n'est pas tout. Selon Aonuma, il a eu un impact conséquent sur sa vision du concept. Rien que ça. Admirons un bref instant la dignité rare de l'ancien modèle opératoire de la compagnie Nintendo. Non satisfaite de produire à coup sûr des classiques pour perpétuer ces séries iconiques, elle pouvait même se permettre d'attendre que l'évolution technologique justifie leur existence. Telle est la différence entre une série et une licence. Beaucoup d'assurance, telle est la qualité principale d'Ocarina of Time. Réalisé dans des conditions extrêmes, l'industrie changeait de dimension, ce titre exemplaire souligne le courage nécessaire à réinventer un classique. Tout fut repensé, la caméra, la mise en scène, les combats, les déplacements, et par miracle, tout fonctionne, sans dénaturer l'héritage de la série. Il est difficile de vous expliquer le sentiment exaltant d'évolution que le jeu vidéo vivait à l'époque. Peut-être même est-ce impossible, aucune révolution axiomatique du même genre n'est venue bouleverser l'industrie vidéoludique depuis. Nous vivons encore ces derniers remous, malgré l'impact toujours plus réduit de nouvelles générations dont la seule évolution consiste à produire des titres censément moins laids mais pourtant homogénéisés. Faudra s'y faire, l'époque des pionniers, c'est terminé. Dites-vous par exemple que ce titre a inventé un mécanisme au centre de bien des titres, le lock-on. Avant, ça n'existait pas. Après, c'est un standard d'industrie, comme par magie. Mentionnons au passage l'intelligence scénaristique du titre. Sans en avoir l'air, les meilleurs épisodes de la série The Legend of Zelda sont de petites leçons philosophiques livrées par le biais d'une aventure ludique. J'ai déjà parlé du thème principal. Courage comme valeur centrale d'une société permet de défaire la tyrannie de la force en l'absence de la sagesse. Tout ça, ce sont les bases. Ocarina of Time va plus loin. Sous ses airs bien innocents de récit temporel, il ose insuffler dans la série une réflexion sur l'importance de l'enfance dans le développement d'un être humain. C'est un Bildungsroman très spécial où l'on interdit au héros d'évoluer avec son temps. À un instant, il n'est qu'un petit être sylvestre, handicapé par l'absence d'une fée. Quelques heures plus tard, le voici guerrier, adulte et un peu perdu face aux compagnons de route qui ont évolué sans lui. Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que tous les personnages secondaires majeurs du titre sont féminins et qu'il finit par promettre sa main à la plupart d'entre elles. Puis, comme vous le savez, une fois le monde sauvé, il redevient l'enfant qu'il était mais conserve cependant la sagesse tirée de ses aventures, histoire de pouvoir vivre normalement, ou presque, les années qui lui restent.
Moralité, faites attention à ce que vous sacrifiez. Ce long chemin initiatique vous menant du berceau à la tombe ne va que dans une direction. Tout ceci, c'est un conte de fées. Dans une démonstration de vénalité assez déplacée pour une série dotée d'un tel pédigré, Miyamoto intime à son studio EAD de tirer vite fait une suite modique censée recycler les assets produits pour son prédécesseur. Résultat, Majora's Mask. Premier titre de la série pleinement placé sous la coupe d'Eiji Aonuma. Le titre assez fan, c'est bien connu, je n'en fais pas partie, l'aspect arrêté pipif des actes que vous êtes censé poser dans ce censément génial hommage à Groundhog Day, toujours de marbre mal laissé. Le concept est futé, je suis conscient de l'audace nécessaire à proposer comme ressort principal à un titre entier un outil temporel permettant de limiter de manière diégétique l'étendue de l'aventure afin de réaliser des économies d'échelle. Son ambiance, un brin plus horrifique, me semble aussi fort futé. Ceci dit, malgré mon nom de plume, je n'ai jamais pu me forcer à terminer le titre, jamais. Et pourtant, j'ai essayé à 3 reprises de m'obliger à aimer cette side story considérée comme séminale par ceux qui se paluchent dessus depuis des décennies. 2001. Nintendo exige des retours immédiats de la série The Legend of Zelda. Faut faire le forcing si possible en évitant d'accaparer ses équipes trop occupées à inventer Animal Crossing. Seule solution, délocaliser la production. C'est ainsi qu'une toute nouvelle compagnie nommée Flagship, financée par Sega, Capcom et Nintendo, est chargée de produire 2 titres dans l'univers ilien. Pourquoi ? Dur à dire, je suspecte une quelconque manipulation fiscale, de nos jours plus rien ne m'étonne. Aux commandes du studio, nous trouvons Yoshiki Okamoto, ancien konamien, soi-disant célèbre pour avoir produit mais pas dirigé Street Fighter 2, un homme visiblement très bien connecté dans l'industrie car après quelques années son studio ayant été absorbé dans le giron capcomien auquel il voulait échapper, c'est Sony qui a financé son prochain parachute doré. Vous vous souvenez de Genji et ses Giant Enemy Crabs ? C'était lui. Son nom ne figure pourtant nulle part au générique des 2 titres Game Boy Color dont je finirai par vous causer dans quelques instants. Recontextualisons. L'époque est celle des Pokémon. Faire jouer le câble de transfert que les bambins s'étaient offert figure haut sur la liste des idéaux douteux poussés par Nintendo. Un peu plus bas, sur le même document, nous trouvons l'autre raison d'être de ce type d'artifice. Vous forcez à acheter 2 titres. Résultat, 2 jeux nommés avec astuce The Legend of Zelda Pokémon Red et The Legend of Zelda Digimon Blue afin de contenir toute cette aventure de haut vol. Je fais en effet le mouvement guillemet de mes doigts, ça s'entend, je crois. Mais attention, les différences superficielles ont été insufflées dans les 2 produits afin de satisfaire un public transi de tant d'originalité. Le bleu, est fort en puzzle autre. Souligne davantage l'importance de la violence dans la résolution rapide des conflits interpersonnels vus d'en haut. Par leur pouvoir réuni, 4 millions d'unités s'écoulent. Petit bonus, Flagship se voit offrir la réalisation d'un épisode supplémentaire de la série prévu pour la prochaine portable Nintendienne, ce qui nous pose une autre question. Avec qui Okamoto a-t-il bien pu coucher pour obtenir pareille carrière sur ses maigres talents ? Je veux dire, merde, Flagship c'était avant tout l'exécrable Clock Tower 3 et les Resident Evil au flingue sortis sur PlayStation. Après tout, je vous l'avais dit, plus rien de Melton. L'argent, c'est super, surtout s'il est pas cher. Ainsi, le doux ronron de la machine à imprimer des billets continue chez Nintendo avec un portage de Link to the Past réalisé sur Game Boy Advance. Il se vend pas mal, son budget est minimal, tout le monde est content. Histoire de donner un vague sans utilité propriétaire du nouveau câble capable de connecter 4 consoles, un mode multiplayer est inventé pour l'occasion. Son nom, Four Swords. L'histoire touchante de quelques fours dotés d'autant d'épées. Contrairement à beaucoup de rédacteurs actuellement actifs sur l'internet, je ne ferai même pas semblant d'avoir joué au titre lors de sa sortie car l'éventualité de réunir 4 potes dotés d'autant de consoles portables et le câble biscornu nécessaire à se faire était peu plausible. Faut pas déconner, on avait mieux à faire, comme par exemple fumer des substances illicites, parler aux filles et jouer à Counter-Strike. Le tir groupé continue après un portage de titres inutiles et une dilution continue d'une série autrefois réservée aux grandes occasions. Voici un nouvel épisode en mode majeur. Nous voici un siècle après les événements d'Ocarina of Time, une terrible malédiction est tombée sur Hyrule, transformant au passage tout le monde en cartoon cel-shadé. Telle était la mode. Jet Set Radio d'un côté, shadé de l'autre, le sel au milieu. En plus de cet étrange effet esthétique, les plaines d'antan d'une Hyrule verdoyante ont été submergées en un instant par le global warming. Dites adieu à Epona, cette fois c'est aux commandes d'un bateau causeur que vous ferez le tour avec ferveur d'une map maritime fort vite censée résumer de manière symbolique la logique Wind Waker. Un regard suffit à comprendre qu'à cet instant la série est déjà fermement entre les mains d'Aonuma. Takashi Tezuka fut écarté, on ne sait pas trop pourquoi de la série, placé par ses patrons dans une position de producer qu'il occupe encore aujourd'hui, il n'a pu que superviser les 2 titres sortis sur N64, sans doute à leur bénéfice. Il représente la fin de l'ère classique de la série, une sorte d'épitaphe temporaire des années dorées, mais aussi l'arrivée de l'incertitude quant au futur de celle-ci.
Il est dur d'obtenir comme premier travail en tant que directeur en solo, même chez Nintendo, l'une de leurs séries principales. Là n'est pas le problème. Aonuma fait ce qu'il peut en s'armant de ses instincts d'homme qui n'avait jamais joué à un jeu avant d'obtenir un job dans l'industrie. Paradoxalement, Eiji a appris tout ce qu'il sait de son domaine d'activité d'une ancienne petite amie. Elle aimait beaucoup Dragon Quest. Ainsi, son premier essai aux commandes du vaisseau Zelda ne reflète cependant pas. Tout ceci me permet aussi de comprendre les travers de sa manière de faire. Monde désarticulé, tutoriel trop long, structure poussive, sur les dialogues interminables, gameplay solide mais dépourvu d'une once innovation, seul le style graphique chopé ailleurs intrigue, sans forcément satisfaire les fans qui espéraient un Zelda traditionnel similaire à la démo technique GameCube exhibée à l'E3. Résultat, le titre se vend 2 fois moins qu'Ocarina of Time et ne propulse pas vraiment la console aux hauteurs escomptées, mais au moins Link était cute, hein, c'est déjà ça de prix. Avez-vous dans l'ordre une GameCube, 4 potes, 4 Game Boy Advance, 4 câbles pour connecter ses portables à la console de salon et envie de jouer à un Zelda en multi? Youpi, vous êtes sans doute millionnaire et votre temps serait sûrement mieux utilisé ailleurs. Dans le monde, seulement 375 000 personnes répondant à cette description fantasque se sont intéressées à l'expérience The Legend of Zelda Four Sword Adventures. Un titre censément fascinant tant il décrivait un futur où chacun jouait sur son propre écran. Comme je l'avais mentionné auparavant, en effet, mon paravent est un excellent confident. Flagship se voit confier dès la sortie de la Game Boy Advance un nouveau titre Zelda, Minish Cap. C'est celui où vous pouvez devenir petit. Sous ses airs de clone soviétique de Wind Waker, ce jeu doté d'un sérieux handicap, il est produit par Keiji Inafune, le fameux mercenaire médiocre au talent inexistant, recèle pourtant quelques bonnes surprises. Il est court déjà, c'est un bon point, et doté d'un concept fort schtroumpfesque, dont la force aurait suffi à donner à la série un épisode au gimmick unique. Pas de chance, il fut sacrifié sur ce titre somme toute quelconque, quoique joli. Ces ventes cataclysmiques, moins de 2 millions d'exemplaires, n'auront pas refroidi Nintendo quand il fut question d'engager le directeur du titre, un certain Hidemaro Fujibayashi. Vous avez peut-être vu son nom au générique de Skyward Sword Breath of the Wild. Il est maintenant le directeur officiel de la série. Alors même que la survie de la licence semble soudain incertaine, un miracle survient. Voyez-vous au loin les lueurs mordorées allumer le firmament? Il semblerait bien qu'un titre enfin digne de l'appellation The Legend of Zelda pointe le bout de son nez de l'autre côté de l'horizon. Pas de chance, ceci dit, c'est celui où Link peut se transformer en chien, sans doute pour faire plaisir à l'un des lobbies les plus puissants au monde, celui des furries. J'admettrai que l'idée de consacrer ne serait-ce qu'une once d'intellect aux diverses acrobaties mentales nécessaires à faire entrer la série dans une semblance de continuité me semble inutile. Dans ma tête, Link est un avatar d'une force élémentaire, un peu comme le champion éternel de Morcock. Quand le mal soulève son voile sur les terres d'Hyrule, son âme est insufflée dans un être censé prendre sa force. Celui-ci soulève l'épée, si possible la même, elle est éternelle, et s'ensuit une vingtaine d'heures de gameplay familier mais doté d'un twist. Pas besoin d'une longue explication, surtout si celle-ci nécessite, j'ai vérifié le wiki, l'existence de 3 timelines dont le début est tout le temps rejeté dans le passé par divers reboots apeurés. Pour moi, tout tient en 3 termes. Destin, cyclique, héroïque. Twilight Princess est peut-être le dernier grand classique traditionnel de la série. Aonuma n'avait pas, jusqu'ici, réalisé un titre susceptible de relever les fortunes de celle-ci. Sous son égide, les ventes se sont affaiblies, traînant inexorablement le concept vers le bas. Il fallait faire quelque chose, tenter de redresser l'affaire. Solution, dire adieu au Link favori d'Eiji. Son design cute avait divisé les esprits. Retourner vers un héros adulte au look susceptible de plaire aux Américains. Le situer dans un setting fantasy un peu plus dark. Réaliser un titre au cordeau placé sous le signe d'une action tape à l'œil en forme de blockbuster moderne. Résultat, près de 9 millions d'exemplaires, un record pour l'époque, éclipsant au passage les performances de l'excellent Ocarina of Time. Admettons, le titre est placé sous une bonne étoile. Sortie double, GameCube et Wii, placé au lancement de la console de salon la plus populaire de Nintendo et à la fin de la plus boudée. Le titre pouvait que se vendre, encore fallait-il qu'il soit réussi. Par chance, il l'est. Même les penchants aonumiens pour les tutoriels interminables et ses dialogues comiques, lourdeaux n'arrivent pas à couler l'affaire. Son gameplay solide, c'est un Zelda. Aucune prise de ses graphismes adéquats au format. Nintendo a appris au passage l'utilité de laisser ses titres flotter d'une machine à l'autre. Avec le succès que l'on connaît, il se permet même une petite touche esthétique. La Master Sword reluit dans certains contextes, une idée sans doute empruntée au Seigneur des Anneaux, mais dont la force thématique surprend toujours. Seul bémol, je doute que Nintendo produise dans le futur un jeu du genre. La compagnie a trouvé un modèle bien plus populaire, j'ai dans l'idée qu'elle compte l'exploiter tant que faire se peut. Nintendo se met parfois en tête de perpétuer l'un ou l'autre concept dont l'insuccès devrait émousser ses chances de survie. Pensez à Kirby, rien n'explique vraiment son existence. Surtout pas son impact en termes de vente, et pourtant la compagnie continue d'investir en lui. Fut un temps, le Link Cell Shaded avait droit au même traitement, on sait pas trop pourquoi.
Phantom Hourglass fut le titre de la rédemption programmée pour le petit gars, réalisé sur Nintendo DS, bas budget, plus profitable, tous les voyants sont au vert. Faudra juste adapter une série qui ne peut l'être que d'une manière très spécifique aux gimmicks de la console. Écran tactile, microphone, tout y passe, sans réellement sembler ridicule. Les ennuis sont plus loin. La fabrique à jeux Mario avait découvert à l'époque qu'en termes d'économie d'échelle, la meilleure manière de procéder consistait à recycler quelques passages centraux afin d'alléger la facture finale. Une technique qui leur était venue, autant le mentionner, lors de la création de Metroid Prime Hunters. Certains se souviennent encore des boss que l'on devait battre en boucle afin de finir le titre. Ils étaient un peu plus forts, d'accord, mais surtout très modiques. Ici, un donjon central sert la même fonction. Chacune de vos plongées dans celui-ci s'opère en time attack et seule l'adjonction d'une Phantom Hourglass éponyme vous permet de survivre au compteur maudit. Une idée très aonumienne, cela va de soi, elle repose sur un mécanisme déplaisant implémenté pour frustrer le joueur tandis qu'il tente de s'amuser. En résumé, le titre se vend à peine moins mal que Wind Waker malgré un parc de consoles 7 ou 8 fois supérieur à celui de la GameCube. L'échec n'étant que relatif et non pas évident, une suite sera immédiatement mise en marche afin d'assurer un produit doté d'un nom prestigieux à la gamme de machines bicéphales. Elle sera bien entendu inventée de manière artificielle. Je m'explique. Le premier se passait sur un bateau, tel était le concept. La suite devra trouver un autre moyen de locomotion. Attendez, j'ai une idée. Qui dit motion dit Dailymotion. Or sur Dailymotion, on trouve du contenu copyrighté monétisé sans autorisation, c'est un crime, et un crime nécessite, tout ceci prend forme dans mon esprit, un motif, hein? Suivant la logique du détective d'effectif, qui dit motif dit local, ou parfois locaux, crime motif, crime locomotif. Le prochain titre de la série a donc lieu dans un train, on y combattra des brigands sur Dailymotion, CQFD. Passé cette belle incartade dans le domaine de la maïotique, les deux titres sont similaires, même gameplay tactile dans le but d'avancer dans un donjon central. Cette fois-ci, c'est sur rail, on se demande encore comment le titre se vend 2 fois moins bien que le précédent. L'observateur prudent pensait à l'époque que la série se portait fort bien, limite que les ventes solides de Twilight Princess allaient continuer de plus belle que nenni, car voici Skyward Sword, un titre dirigé par Hidemaru Fujibayashi. L'homme n'est pas aidé par une structure reprenant de manière large les concepts de Wind Waker pour les transposer en l'air. C'est une application supplémentaire de la fameuse philosophie de design Nintendo résumée par cet adage sibyllin que voici, dans le doute, placer toute l'action sur une ou plusieurs îles. Ici, c'est subtil, elles sont bien dans le ciel. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, quand je pense de Legend of Zelda, certaines images me viennent immédiatement en tête. Celle d'un setting insensé où des oiseaux géants aux teintes bigarrées fendent le vide de manière approximative tandis que je peine à les diriger avec ma Wiimote. Tout ça pour enfin tomber au sol, ouvrir une taie d'oreiller, me poser et pouvoir me défaire d'ennemis assez laids en me donnant le tennis elbow tandis que la télécommande me force à mimer mon escrime. C'est ainsi, avant même d'entendre le Z du mot Zelda, je suis pris de puissantes hallucinations de ce monde flottant, celui rempli de personnages agaçants, aux dialogues incessants et d'un tutoriel à onumien inamovible d'1h30. C'est ça pour moi Zelda. On aurait tort de penser qu'un jeu se doit d'être ludique, ou même aidé par son gameplay, par sa manette. Tout ça, c'est une vision très restrictive du jeu vidéo. Nous causons après tout de joueurs de prix, censés vous amuser contre de l'argent. S'attend à ce que leur ergonomie soit digne de ce nom est vraiment un concept antique. Ce qui compte, c'est acheter. Le plaisir est là, dit-il d'un air qu'il espère assez sarcastique pour qu'on comprenne la stupidité de défendre ce type de logique dans le domaine vidéoludique. Skyward Sword, pour résumer, moins de 4 millions d'exemplaires écoulés sur Nintendo Wii. Le format de salon le plus populaire de tous les temps. Bien joué! Les délires néologiques d'Aonuma ne se vendent toujours pas de panique, les classiques sont éternels. Suffit de trouver un mode d'expression dans lequel les puristes retrouvent leurs premiers élans. La nostalgie, ça se vend encore, faut-il trouver comment? Retour aux sources, évolution salvatrice, classique instantané, idée de génie, les qualificatifs pleuvent pour cet épisode 3DS intitulé A Link Between Worlds. Oser ajouter un wagon dans la fonction est purement monétaire au classique d'antan et certains paris risqués, mais aussi l'excuse toute trouvée pour renouer avec les traditions somptuaires du passé. Taper dans l'ardite n'aurait pas suffi, ceci dit, cet opus de plus trouve quelques idées juteuses pour justifier son existence. Sorti sur la seule machine au monde capable de présenter des décors polygonaux via un effet 3D stéréoscopique, le titre peut déjà se targuer de présenter son univers de manière unique. L'ensemble de charmants petits dioramas crève l'écran tout en donnant à l'utilisateur un angle de vue inédit sur la série.
Le gameplay traditionnel est enrichi de quelques petites touches. Un gimmick permettant de se faufiler en diverses anfractuosités en devenant bidimensionnel, et concept d'ailleurs volé depuis par Mario dans Odyssey tant il était réussi, histoire de rajouter une dimension de plus au donjon. Ceux-ci d'ailleurs peuvent être attaqués dans n'importe quel ordre. C'est une première, après 3 décennies d'exploitation intensive, votre liberté est enfin totale sur les plaines d'Hyrule. Face à tant d'audace, la populace, loin d'être là, salue la démonstration stylistique. C'est comme as 4,16 millions d'exemplaires écoulés, plus que Skyward Sword, vendu à partir d'un parc installé plus réduit. Un succès qui souligne à ceux qui l'auraient oublié que la formule ayant rendu la série populaire est toujours aussi valide qu'elle pouvait se targuer de l'être au siècle dernier. Plus d'ailleurs que la plupart des tentatives d'Aonuma de sauver la série de ses propres lubies. Aonuma, on sait trop pourquoi, décide d'enchaîner après pareil triomphe sur un ersatz de Four Swords. La malédiction de Zelda multiplayer continue d'hanter Eiji. Pour comprendre ce leitmotiv dans la carrière du producteur attitré de la légende, il faut se souvenir de son itinéraire. Tout commence pour Aonuma avec Marvelous Mohitotsu no Takarajima, son premier titre, exclusif à la SNES. Ou plus précisément à la Super Famicom. Je vous en causerai bientôt. Ce concept assez futé consiste à vous proposer de résoudre des énigmes en manipulant 3 enfants portés sur la collaboration. Beaucoup de ces travers s'y trouvent, tutoriel trop long, narration excessive, le titre cependant tant plu à Miyamoto qu'il confiera des recherches la série elfique au petit nouveau. On ne comprend pas trop pourquoi. Flash forward, l'homme tente encore de recycler sa première idée. Vous avez vos donjons, 3 lignes tendance Wind Waker, quelques puzzles, rien de bien spécial, Triforce Hero, 3e échec de suite pour la même idée, 1 300 000 exemplaires en tout. Nintendo s'inquiète quelque peu. Aonuma est-il l'homme de la situation après tout? Chacune de ses tentatives d'imposer sa marque sur la série se solde par un échec relatif. Son seul succès jusqu'ici se limite à un Twilight Princess ouvertement traditionnaliste. Alors, que faire? Eiji, ébranlé par l'insuccès de ses idées, s'inspire d'une vieille formule bien connue des étudiants en marketing. Il écoute le client. L'un des concepts majeurs ressortis de ce sondage surnage comme une évidence, réaliser un Zelda Open World Next Gen. Concept simple, sans doute coûteux, mais surtout impossible sur les consoles low-spec proposées par Nintendo depuis des années. Faudra temporiser, attendre une occasion. Par chance, le développement d'un projet aussi pharaonique, il s'agit après tout de réaliser un jeu presque aussi ambitieux que celui des studios tirés à partir des consoles des autres constructeurs, pourrait sortir à cheval sur 2 générations. L'homme a retenu les leçons de Twilight Princess, son plus grand succès. Sortir sur 2 formats est toujours une bonne idée. Saura-t-il retenir la seconde leçon? Non, mais réaliser un épisode traditionnel de la série n'était pas son but. Il espère depuis ses débuts changer 2 points clés de la formule qui lui fut confiée. Primo, éviter l'extrême linéarité des titres d'antan. L'approche du level design se veut ici topographique. L'ordre des donjons, c'est fini. Deuxio, changer les puzzles. Ceux-ci prendront maintenant la forme de casse-tête génériques afin de justifier l'investissement réalisé par Nintendo dans l'implémentation d'un moteur physique. Ces 2 notions suffiront à donner au public l'illusion d'une évolution dont ils espéraient l'arrivée depuis des années. Surtout qu'Aonuma, enfin tacticien, laisse enfin la place de directeur à son propre protégé, le fameux Hidemaru Fujibayashi, responsable autrefois de Minish Cap. Remarquez que mon enthousiasme pour Breath of the Wild, ou en français La Laine Sauvage, est refroidi par les 2 graves scories qui m'ont poursuivi durant mon tour du titre. Entre la prépondérance d'un système de crafting hérité de Skyward Sword placé là pour faire joli, c'était un concept très à la mode, et on tente ici de faire moderne, gardez ça en tête, ou cet inventaire infernal où chaque arme se brise, on ne sait trop pourquoi, tant et si bien que chaque combat consiste à faire le tour d'options offensives friables dont vous êtes censé vous contenter. Même la Master Sword souffre de cette logique, et elle est certes toujours solide, mais surtout maintenant rechargeable, réservée aux boss de fin niveau par chance. Ceux-ci sont très rares. L'effort gargantueux de réaliser un monde de la taille de n'importe quel titre open world sorti sur PS3 n'a pas laissé des masses de temps aux équipes d'Aonuma pour réaliser des donjons. Vous en avez 4, c'est pas épais, il faudra s'en contenter. Mais passer ces défauts fondamentaux, une durée de vie allongée de manière artificielle par des errances censées masquer la légèreté du contenu sous-jacent et cet inventaire pénible, c'est une réinvention dont le public avait envie. Bientôt 25 millions d'exemplaires vendus, record absolu pour la série, pile autant que Nintendogs Youpi. Nintendo s'enorgueillit depuis des décennies de pouvoir vous vendre les mêmes titres de manière répétée. Pensez à la Virtual Console, son étrange abandon, les remasters plus ou moins HD où rien n'a bougé sauf la résolution. Voici une nouvelle corde à leur arc, les réinventions totales des titres d'antan. La version 2019 de Link's Awakening fait partie de cette nouvelle catégorie. C'est le même titre, en plus joli, réalisé vite fait par une compagnie spécialisée dans ce type d'exercice ici. Attendez, je dois mettre mes lunettes. Grezzo, un studio plus connu pour avoir porté Ocarina of Time et Majora's Mask sur 3DS que pour ses propres titres. Aucune surprise ne vous attend ici, c'est le titre que vous aimez, en plus joli, doté de cette nouvelle patte graphique Nintendo où chaque objet ressemble à un amiibo potentiel. Touche matiériste, Yoshi en laine, Kirby en plasticine, vous voyez le style.
Le gameplay non plus n'a pas trop changé, quelque peu étiré pour passer de l'écran plus carré de la Game Boy vers celui résolument 16/9 de la Switch, vous ne serez pas dépaysé. La plus grosse surprise se trouve du côté musical. Diverses reprises orchestrales des compositions originales sont ici proposées pour votre plus grand plaisir. Elles méritent presque l'achat du titre, dire si elles sont réussies. Sans surprise, le titre se vend plutôt bien, 6 millions d'exemplaires. Pour un titre déjà sorti sur Game Boy, c'est pas mal. Il n'avait pas atteint de telle hauteur à l'époque. Attendez-vous donc à voir d'autres projets du même genre remplir les line-up des consoles nintendiennes du futur, signe s'il en fallait que la vieille formule est plus forte encore que les pires représentants d'une modernité déjà dépassée. J'espère d'ailleurs que quelques tentatives de tirer des deniers supplémentaires de cette approche traditionnelle seront proposées dans le futur. C'est bien beau de tenter d'écouler des remasters d'épisodes mineurs comme Wind Waker ou Skyward Sword pour gonfler leurs statistiques, mais ils sont de piètres représentants de la formule. Il leur manque cette petite étincelle. Un peu de cœur peut-être. The Legend of Zelda, c'est une sensation, un élan de l'âme, cette vague idée que l'aventure vous attend au détour d'un bois, que pour vaincre le mal, il suffit d'être courageux. Ce sont des valeurs civilisationnelles, plutôt belles, et on ne peut qu'espérer qu'elles auront un futur, car voyez-vous, un classique, en théorie, ça ne se démode pas. Sur ces belles platitudes pétries de bon sens, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour une exécution en place plus bleach du portage modique de Skyward Sword sorti sur Nintendo Switch. Si pareil programme vous fait envie, n'oubliez pas de vous abonner. Talk so fast, you